משה, עומר, אני רוצה לרקוד. Lève Erad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission Lève Erad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. En préambule de l'émission, je voudrais quand même à chacun de vous toutes et de vous tous souhaiter une bonne année civile, une année 2025. Je la souhaite meilleure que les années précédentes évidemment. Je vous souhaite surtout la santé. Je vous souhaite la prospérité, la sérénité, la paix dans le monde pour le monde entier, en commençant par le pays qui nous est si cher à notre cœur, l'État d'Israël, qui souffre depuis plus d'1 an maintenant, donc de tous les événements dont vous êtes au courant. Et puis, je vous souhaite aussi d'avoir du temps pour vivre, du temps pour respirer, du temps pour voir vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, du temps pour comprendre que la vraie richesse, elle est là, et peut-être mettre un petit coup de frein à toutes les préoccupations professionnelles, businessman ou autres, et penser à prendre le temps de vivre et de faire des actions comme le fait la personne que je vais recevoir dans quelques instants, que je reçois. Mais avant tout, on pense à nos otages, on pense aux familles d'otages, on pense à nos Chayalim, et comme on l'a toujours fait depuis le 7 octobre, on commence l'émission avec quelques notes musicales de Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו. Voilà, donc je vous le disais, aujourd'hui je reçois une dame, je suis très content de la recevoir, très très content, parce que elle prend une place importante dans la communauté. Elle prend une place d'autant plus importante qu'elle a un challenge, puisqu'elle prend la relève de Bertine, qu'on a tous connu ici, qui a fait un travail exceptionnel. Et je pense que si cette personne prend la relève de Bertine, c'est que si on lui fait confiance, c'est qu'elle a un grand mérite, une grande volonté. Et donc c'est Michal Naamat. Michal, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je suis très heureux de te recevoir à la radio aujourd'hui, parce qu'à chaque fois on devait le faire, on n'a pas pu le faire. Et donc depuis quelques semaines, je t'ai appelé, tu m'as dit c'est promis, je me libère, on se verra. Donc je te remercie d'avoir pris ce temps. Donc Michal, avant même qu'on commence l'émission, je vais te laisser te présenter. Et je vais rappeler aussi aux auditeurs que l'émission, vous pouvez la voir sur le podcast de Radio JM, dans les émissions donc de Radio JM 90.5, sinon l'onde. Vous rappelez aussi que toute personne qui a envie d'intervenir à côté de moi, comme le fait aujourd'hui Michal, ne vous gênez pas, si vous avez quelque chose à dire, à faire, si vous avez une action au niveau de la communauté, téléphonez à la radio, on vous donnera mon portable et je vous recevrai dès que possible pour l'émission où on a toujours dit pas de tabou, pas de baratin. Je reviens juste un mot, Michal, avant de te laisser la parole. Vous savez que dans notre émission, on parle librement, et hier, il y a eu le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors, il est évident que je n'ai aucune sympathie pour ce monsieur, que je défends en aucun moment tout ce qu'il a pu débattre pendant des années, mais je tiens quand même à dire une chose, c'est que j'ai été troublé, dérangé par les liesses de festivités qu'il y a eu autour de sa mort. Je pense que la mort de quelqu'un, on doit la respecter, on n'est peut-être pas obligé de l'honorer comme il se doit, mais je pense que ce que j'ai vu dans les villes de Marseille, de Paris, Lyon, ça m'a dérangé, ça m'a choqué, et j'espère que personne parmi notre communauté ne s'est laissé aller à ce genre de réunions qui n'ont absolument aucun sens, si ce n'est à donner de l'importance peut-être à celui qui est parti, surtout que ceux qui ont manifesté, je pense, ont partagé beaucoup d'idées qu'il a défendues malheureusement pendant des années. Voilà, je ferme la parenthèse. Michal, je te laisse la parole et je m'excuse d'avoir été un peu long peut-être pour la présentation. Merci. Alors, moi c'est Michal Naamat et j'ai 31 ans. Je suis arrivée à Marseille il y a quelques mois. Et d'Israël, comme vous pouvez entendre, c'est pas très difficile. Au contraire, c'est ce qu'on aime entendre. Et avant de venir sur Marseille, je travaillais dans tout ce qui est, pendant des années, j'ai travaillé, j'ai fait du volontariat dans tout ce qui est le milieu social en Israël et communautaire. Et avant de venir ici, je travaillais pour une association qui aidait des familles d'enfants malades avec du cancer.
Et avant de faire ça, j'habitais à Tel Aviv, j'ai fait ça. Et depuis le 7 octobre, j'ai participé avec les familles d'otages et tout ce qui est les manifestations et leur demande à faire un accord pour libérer les otages. Alors, merci à toi que tu as parlé des otages dès le début et des 100 otages qui sont toujours à Gaza. Si Dieu veut. Qu'on espère, ouais, et qu'ils vont rentrer. Et avant ça, et avant le 7 octobre, j'étais à l'agence juive et aussi en mission. J'étais déléguée d'Israël à l'agence juive et à Paris. Je travaillais avec la jeunesse et avec les étudiants. Et j'étais en charge de tout ce qui est en fait, être ce lien entre les étudiants juifs en France et Israël. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'étais à l'agence juive en Espagne. Et j'étais là-bas la directrice du département de la jeunesse de la communauté juive de Madrid. Et alors, mon bureau était vraiment dans le consistoire de Madrid. Et alors, ça, c'était un peu mon parcours communautaire en diaspora. Avant, en Israël aussi, j'étais dans tout ce qui est des associations qui luttaient pour les droits des femmes. Et j'ai fait mes études en sciences politiques en Israël. Oui, en Israël, à Be'er Sheva, à l'université Ben Gurion. Et j'étais à l'armée il y a 13 ans. Et j'étais à Sarel, je pense que vous connaissez ici Sarel, et je recevais des groupes de volontaires de la France normalement. Je parle aussi en espagnol, alors des fois aussi c'était des groupes qui venaient des pays d'Amérique latine normalement. Et je faisais avec eux des excursions en Israël, et des activités sur le sionisme, sur l'histoire de Tzahal. Et vraiment, depuis toujours, c'est quelque chose qui m'a passionnée, on va dire, ce lien entre la diaspora juive et Israël. Et c'est quelque chose aussi qui vient un peu de ma maison. Et j'ai grandi avec mon père, qui était aussi chaliach. C'est héréditaire, quoi. C'est un peu, ça devait passer, je sais pas. Mes frères, ils ont pas parti dans ce chemin. Mais moi, oui, ça m'a toujours. J'ai vu ma mère qui était au là, et que jusqu'à aujourd'hui, j'entends son accent français. Elle est toujours française, mais elle a fait son aliyah il y a plus que 30 ans. Et je vois ma famille, j'ai de la famille ici à Marseille, j'ai de la famille toujours à Paris, à Strasbourg. Et je vois l'importance de garder ce lien entre eux et Israël. Surtout, bien sûr, j'ai vu ça après le 7 octobre, que le jour même du 7 octobre, et mon oncle, ici en France, moi, j'étais plus à l'agence juive, j'étais pas encore au Keren HaYesod, et qui m'appelle, il me dit, Michal, on veut aider, on veut faire quelque chose. Tu étais en Israël à ce moment-là, donc? Le 7 octobre, j'étais en Israël, j'étais à Beth Shemesh, moi j'ai grandi à Beth Shemesh, et avec mes parents, c'était la fête, c'était Simchat Torah, et c'est ça que mon oncle qui m'appelle de Strasbourg, il me dit, Michal, on veut avec la communauté ici, de faire quelque chose. On est loin, mais pour nous, Israël, on pense sur Israël, on veut faire quelque chose. Alors, comme j'ai dit, j'étais pas encore en mission pour le Keren HaYesod, mais je lui ai dit, alors vous pouvez faire, si vous voulez collecter des dons, vous pouvez faire des dons pour le fonds pour les victimes du terrorisme. Après, j'ai appris, quand je suis rentrée au Keren HaYesod, que c'est aussi un projet du Keren HaYesod. Mais c'est ça, c'est toujours ce monde de lien entre la diaspora et entre les communautés juives en dehors d'Israël et Israël, ça m'a intéressée. Et pour ça, j'étais à Sarel à l'armée. Pour ça, après, j'étais à l'agence juive. Pour
pour ça que je suis venue ici à Marseille avec le Keren HaYesod. Bah, c'était un honneur pour nous de te recevoir parce que, écoute, je découvre ton parcours en même temps que les auditeurs et je suis agréablement surpris, c'est-à-dire tu as dit que tu avais 31 ans, mais j'ai l'impression que tu as vécu plusieurs vies déjà. C'est-à-dire que ici, quand tu prends un Français entre guillemets moyen, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais je veux dire, il passe ses études, machin, à 31 ans, il commence à sa vie. Et toi, en 31 ans, tu as fait un parcours absolument exceptionnel. Dans le bénévolat, c'est un mot que j'entends et qui va directement à mon cœur, parce que c'est une chose que je défends depuis ma plus tendre enfance. Et donc, tu es né en Israël, tu as fait tes études, tu as fait ton armée, tu as fait du volontariat, tu as continué à faire du volontariat, et tu es en train de nous prouver finalement qu'entre la diaspora et Israël, il n'y a pas de frontière. Non. C'est-à-dire qu'un juif israélien qui soit à Paris, à Marseille, à Madrid, où qu'il soit en Israël, il vibre et il pense les mêmes choses. C'est ce que j'entends, mais je suis content de l'avoir entendu de ta bouche, avec ton accent, avec aucun défaut, ceci étant, ça je t'en félicite, et avec autant de volonté, parce que je veux dire, jusqu'à 31 ans, on est très jeune encore, et c'est beau de donner tout ce temps aux autres, surtout pour des causes aussi belles. Donc, tu as débarqué au Keren HaYesod, entre guillemets, peut-être un petit peu par hasard, c'est ça ? Et non par hasard, j'étais à l'agence juive, alors l'agence juive et le Keren HaYesod travaillaient ensemble. Mais tu sais, Miral, je vais te dire une chose, il n'y a pas longtemps que tu es à Marseille, mais sache que depuis le 7 octobre, il s'est créé un genre de petit miracle à Marseille. Moi, je suis venu très très jeune à Marseille, donc j'ai grandi dans la vie communautaire depuis l'âge de 6 ans, et depuis le 7 octobre, j'ai remarqué qu'il y a une unité qui s'est installée, que toutes les familles communautaires, quelle que soit leur tendance religieuse, moins religieuse, sioniste, moins sioniste, active, moins active, tout le monde s'est donné la main. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et donc, tu n'étais pas encore à Marseille, mais avec Bertine et avec beaucoup d'associations, quand on faisait une soirée, il y avait tout le monde qui était représenté et personne n'a tiré la couverture pour soi. Et là, j'ai compris que l'unité, la force va donner au peuple juif, à Israël, aux Chayalim, aux gens qui se battent, aux gens qui défendent, aux gens qui prient, aux gens qui donnent. Il va y avoir une unité qui va faire que dans peu de temps, ça j'en suis certain, on va sortir vainqueur de toute cette histoire. Vainqueur pour nous, pour le monde entier, pour l'Europe, pour le monde entier, va comprendre qu'il y a un petit peuple qui se bat depuis des années contre le terrorisme et que à l'arrivée, on va gagner parce qu'il y a cette unité qui s'est installée entre les Juifs du monde entier, entre les amis des Juifs du monde entier, parce qu'il y en a de plus en plus, il ne faut pas non plus les oublier. Moi, je les salue et les remercie de leur soutien, parce que nous, qu'on soit un soutien à Israël ou un ami de la communauté, c'est normal. C'est comme un enfant qui aime son papa et sa maman, je veux dire. Mais non, un non-juif qui vient avec nous, qui manifeste, qui nous soutient, eh ben, kol hakavod. Voilà. Oui. Et tu fais partie de ces gens qui permettent d'avoir un lien, parce que tu parles avec ton cœur, parce que tu parles avec amour et parce que tu parles avec sincérité. Voilà, ça je voulais te le dire. Et en plus de prendre la relève de Bertine, ça aussi c'était un grand exploit, je suis sûr que tu vas y arriver et que tu vas être très très fière de toi, ça j'en suis certain. J'espère aussi. Alors donc tu nous disais que depuis le 7 octobre, il y a eu un travail énorme qui s'est fait au Keren HaYesod. Ouais. Avant d'en parler, est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs, peut-être qui ne connaissent pas exactement, la genèse du Keren HaYesod? Comment il s'est créé, depuis quand et quel est son objectif? Ok, alors le Keren HaYesod, et c'est une des institutions nationales en fait de l'État d'Israël, qui a été créée beaucoup avant la création de l'État d'Israël pour aider à la création et à la construction de l'État. Et on commence par l'Organisation sioniste mondiale qui a été créée en 1897 et l'Organisation sioniste mondiale qui va créer après et le KKL, que je pense que vous connaissez. Bien sûr. Qui s'occupait de la terre d'Israël. Et en 1920, on a besoin aussi de collecter des fonds pour ce pays qui va être construit en espérant bientôt. C'est-à-dire qu'en 1920, il y a déjà des personnes qui savaient que l'État d'Israël était construit. Oui. C'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que quand on sait dans quelles conditions il a été installé, comment il s'est créé, je veux dire, il fallait être très très fort, très puissant et très croyant c'est pour espérer un jour ce pays.
Et alors pour ça, en 1920, on a fondé le Keren HaYesod à Londres. Et pour être cette branche, on va dire, des organisations sionistes pour collecter des fonds pour la création de l'État. Et donc à ce moment-là, il n'y avait qu'une action financière en fait. c'est ça. Un soutien financier. Ouais. Donc cet argent allait où puisque l'État n'était pas encore créé, il allait où cet argent? Il allait à commencer à construire des villes, à construire, et après, quand on voit que en 1948, quand l'État il a été créé, alors et je sais pas, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais le Elal, les Elal qu'on connaît tout le monde, que malheureusement maintenant on n'a pas de vol d'Elal. Ouais, là on ouvrira ce débat une autre fois parce que là on est un peu en colère contre la compagnie Elal, je le dis haut et fort. Dans notre émission on dit tout, je veux dire, pas de problème. Et moi je suis vraiment très contrarié, j'ouvre juste une parenthèse, par le fait d'abord qu'on n'ait pas d'avion jusqu'à la fin du mois de mars et par le fait qu'il n'y ait pas d'effort à faire pour la ville de Marseille. Et, enfin bref, on en parlera une autre fois. Alors le Keren HaYesod, en fait, il a financé aussi une partie de la compagnie aérienne Elal. Alors il faut que tu interviennes. Et alors c'est Elal, c'est la Chevrat HaChashmal, c'est la compagnie de l'électricité de l'État d'Israël. Alors beaucoup des institutions qu'on connaît aujourd'hui comme les institutions de l'État, c'est le Keren HaYesod qui a financé et qui faisait partie de leur création. On ne sait pas, mais en Israël, je ne sais pas si quand tu étais en Israël, tu as fait attention que dans presque chaque ville en Israël, il y a une rue Keren HaYesod. Parce que Keren HaYesod aussi faisait partie financer des villes dès leur début. Et moi, j'ai grandi à Beth Shemesh. À Beth Shemesh, il y a la rue Keren HaYesod. C'est une des premières rues qui ont été construites à Beth Shemesh pendant les années 50. Comme on a Rehov Ben Gurion. C'est ça. À Ben Tel Yehuda. Aviv, on a Rehov Keren HaYesod. À Jéru, bien sûr. Et plus que, je pense, 800 villes. Donc, c'est vraiment la pyramide de l'État d'Israël C'est sur ça. le plan investissement. Et ça, c'était avant la création et pendant le début de ce pays. Et depuis, on va dire, les grandes vagues d'Aliyah qu'on connaît, les Aliyot d'Éthiopie, et du Yémen, et du Maroc. Et c'est aussi le Keren HaYesod qui finançait comment on dit, ces missions, parce que c'était pas très facile de faire Bien sûr, monter bien ces sûr. gens. Et Donc le Keren HaYesod travaillait en parallèle avec certainement, j'imagine, le Mossad, l'armée, l'État. Parce que je veux avec dire, l'État, ces missions-là, comme l'opération Moïse, puisque tu parlais des Juifs d'Éthiopie en 83-85, je veux dire, on a cru un miracle qui tombait du ciel, quoi. oui. Donc ça veut dire que le Keren HaYesod fait partie vraiment intégrante de l'État d'Israël dans toutes ces C'est ça. dans toutes ces En fait, il y a une loi. correspondances. Il y a une loi qui s'appelle la loi Keren HaYesod. Ah. Depuis 1956, c'est une loi qui dit que, en fait, l'organisation officielle de collecte de fonds pour Israël, c'est le Keren HaYesod. D'accord. Et alors, on travaille, bien sûr, depuis la création et avant, comme j'ai dit, avec l'État, avec l'agence juive, et pour améliorer la vie en Israël. Et aujourd'hui, bon, je parle avant le 7 octobre, parce que le 7 octobre, ça a changé, bien sûr, tout, mais avant le 7 octobre, le Keren HaYesod a participé à tout ce qui est social. Il y a des villages de jeunes en Israël, et pour des jeunes qui viennent des milieux un peu défavorisés, dans les périphéries géographiques et sociales, dans le nord, dans le sud, mais aussi, par exemple, à côté de Beth Shemesh, à côté de Jérusalem, et des villages pour les jeunes. Et alors, c'est le Keren HaYesod, si vous partez dans ces villages-là, vous voyez qu'il y a le Keren HaYesod a fait partie Donc, c'est-à-dire qu'en dehors même que de donner simplement de l'argent,
ce qui est déjà pas mal, déjà c'est énorme. Le Keren Yesod donc s'occupe de prendre parfois des enfants, des adolescents un peu défavorisés ou de classes un peu compliquées ou de familles compliquées et de les remettre dans le chemin peut-être des études ou de la responsabilité. C'est ça, les villages pour les jeunes. On a un programme qui s'appelle Avenir des jeunes. C'est un autre programme et dans presque chaque ville qui est considérée périphérique en Israël, il y a un centre qui est normalement dans des écoles et qu'il y a des enfants qu'on sait que aussi, encore une fois, ils viennent des milieux un peu défavorisés et ils sont accompagnés par une éducatrice et mentor, et je ne sais pas si c'est ce mot en français. Mentor. Et qui leur accompagne pendant quelques années. Et ça s'appelle l'Avenir des jeunes. Et le Keren Yesod aussi, il finance en fait les éducatrices qui font partie de ce programme. Et par exemple, alors, je passe un peu après le 7 octobre, par exemple, le Keren Yesod maintenant, il faisait partie aussi de la création d'un centre comme ça. Eshkol, c'est une c'est à côté de Gaza, c'est plusieurs kibbutzim qu'on connaît qui ont été touchés par le 7 octobre comme Be'eri. Ils sont à Eshkol, à cette zone, Eshkol. Cette région, merci, c'est une région près de Gaza. Mais je te laisse exprès chercher les mots. Merci. Et avant, on n'a pas eu besoin vraiment ils n'ont pas eu besoin, les kibbutzim, on sait que normalement, c'est des gens qui ont c'est autofinancé. Ils sont bien, ils vivent bien normalement, et ils viennent pas, c'est une périphérie géographique, mais pas dans tout ce qui est social. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas. Mais après le 7 octobre, on s'est rendu compte que des jeunes, des enfants qui vivent dans des hôtels depuis 1 an, qui sont habitués à vivre dans un kibbutz, maintenant ils vont vivre dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel à Tel Aviv, par exemple. Et maintenant ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas vues avant. Alors bien sûr, le traumatisme qu'ils ont vécu le 7 octobre, mais aussi... Et à Tel Aviv, dans un hôtel, ils vont voir maintenant la drogue peut-être, et l'alcool, et le Keren Yesod, avec bien sûr les communautés, ils se sont rendus compte qu'on a besoin aussi de ce programme maintenant à Eshkol, où avant on n'a pas eu besoin, parce qu'avant c'était pas... Et ces enfants-là, ils n'ont pas eu besoin vraiment de quelqu'un qui les accompagne pendant quelques années. Et alors, vraiment, le Keren Yesod, il a fait beaucoup avant le 7 octobre et bien sûr, après le 7 octobre. Là, si on fait un petit résumé, donc le Keren Yesod a fait partie des précurseurs, des pionniers de la création de l'État d'Israël. Et puis, ce qu'il y a de beau quand on t'entend parler, c'est qu'on comprend aussi que le Keren Yesod s'occupe de chaque Israélien, de chaque Juif, de la naissance jusqu'à 120 ans. Exactement. Si tu veux, dans son aide aussi bien professionnelle, aussi bien sociale, médicale ou autre. Et donc, on laisse jamais un juif sur le bas-côté. C'est ça. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, là comme le temps passe trop vite, on va passer à la période du 7 octobre. Tu nous as donc dit que tu as fait partie des gens qui étaient très proches des familles d'otages, des otages. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, peut-être, avec pudeur, et puis en disant que ce que tu peux dire et ce que tu peux nous raconter par rapport à ça, comment vivent aujourd'hui des familles qui ont encore peut-être des gens en otage, et quelle est votre aide à côté de ces gens-là? Ces gens-là sont dans la souffrance. Je veux dire, on parle même plus d'argent, on parle de souffrance émotive. Ça fait 1 an et demi qu'ils savent pas si leur papa, leur maman, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs sont vivants, pas vivants, et dans quel état. Quelle est votre aide et quelle est la situation de ces gens-là? Et une question aussi qui va rassembler tout ça. À ton avis, quel est l'avenir de ce programme des otages? Est-ce qu'on peut y croire? Alors, moi, je pense que... Bon, je vais toute aller... liberté. Hein. Ouais. Je vais d'abord dire la fin de ta question. Oui.
Et moi, je pense que si on n'aura pas d'optimisme, si on n'aura pas d'espoir, C'est plus la peine. c'est plus la peine, c'est ça. Alors moi, toujours, je garde l'espoir, même si c'est très difficile, même si le 7 octobre, c'était difficile. Après le 7 octobre, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est toujours difficile en Israël. Avant, je me souviens, avant le 7 octobre, quand on entendait qu'un jeune a été tombé à Gaza ou au Liban ou à Jenin, on était tous, je sais pas, une journée, 2 journées en deuil. Et aujourd'hui, on entend tous les jours sur des jeunes de 19 ans, de 20 ans, de 25 ans. Par contre, on s'y habitue pas. On s'y habitue jamais. Je sais que chaque jour, quand on entend une nouvelle à la radio ou à la télévision, enfin télévision CNews ou I24 évidemment, un petit moment de pub, ça peut pas faire de mal, on n'arrive pas à l'accepter encore. J'ai remarqué dans toutes les familles, je vois toutes autour de moi, je côtoie des gens de tous bords, religieux, pas religieux, sunnites ou pas, mais on n'accepte pas le départ de ces enfants. C'est des enfants 20 ans, 21 ans, 24 ans, on a l'impression qu'ils sont âgés quand on entend ça. Et on n'arrive pas à l'accepter, ça. C'est vrai. Mais alors je pense que on peut pas perdre l'espoir. Et même si on entend ça, même si on sait qu'il y a toujours 100 personnes qui sont otages, qui sont détenues à Gaza, et qu'on a là la semaine prochaine l'anniversaire de 2 ans de petit Kfir Bivas. D'ailleurs, il y aura une émission la semaine prochaine à ce sujet-là. Je recevrai Sandra Amar qui vient de nous parler du projet qu'ils ont fait de la marche pour le 19 janvier. Et donc, c'est qu'il y a un espoir. Il faut y croire. Ouais, il faut y croire. Moi, je pense que... Bon, moi, comme j'ai dit, je faisais partie d'un groupe et des femmes qui soutenaient les familles d'otages, qui manifestaient et avec les familles, qui font des choses... Pourquoi tu précises des femmes ? Parce que ce groupe que moi, je faisais partie, c'était un groupe des femmes. Ça s'appelait le Mouvement des femmes pour la libération des otages. Et moi, toujours, la cause des femmes, c'est quelque chose comme j'ai dit avant, j'ai participé à des mouvements et à des organisations. Tu as tout défendu, quoi. Et alors, c'est difficile pour les familles d'otages aujourd'hui. Je vais partir sur, par exemple, le Keren Hayesod. Si quelqu'un, par exemple, il veut faire un don pour le Forum des familles des otages, il peut passer par le Keren Hayesod pour faire ce don. Et c'est toujours difficile, mais le Keren Hayesod, depuis le 7 octobre, alors comme j'ai dit, il y a eu depuis le premier jour, le fonds pour les victimes du terrorisme et de l'agence juive avec le Keren Hayesod, il s'est occupé des familles d'otages, des familles des gens qui, malheureusement, ils ont perdu leurs enfants, leurs parents, et des familles qui ont été touchées par le 7 octobre et ils n'ont pas... ils n'ont pas perdu quelqu'un, mais ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Moi, je connais personnellement une famille de Kfar Aza qui était dans l'abri pendant 23 heures presque. Et ils ont tenu la porte du Mamad, ils ont entendu les terroristes, ils ont sorti, toute la famille, grâce à Dieu, Je crois que le Keren Hayesod nous avait montré un petit film à ce sujet, que Bertine a pu nous montrer quelques minutes de cette douleur. Et alors, on doit aussi se rappeler qu'il y a des gens ils n'ont pas perdu quelqu'un, mais ils ont vécu ce traumatisme. Je crois qu'on a tous perdu quelqu'un. Je veux dire, c'est vrai. Physiquement ou pas physiquement. C'est vrai. Mais on ne peut pas rester insensible quand on apprend qu'un voisin est tombé, quand l'enfant est tombé. Ouais. On a l'impression qu'on a perdu un des nôtres, quoi. C'est vrai, oui. Oui, je dis de la famille proche. Mais c'est vrai, on connaît... Il n'y a pas quelqu'un en Israël, ou je pense vraiment dans le monde juif, qui ne connaît pas quelqu'un qui a été traumatisé, qui est passé par là, malheureusement. Et aujourd'hui, je vais terminer parce que je pense qu'on n'a pas le temps. Oui, ça va trop vite, Et on s'est concentré, après le 7 octobre, sur le fonds pour les victimes du terrorisme, que c'est l'aide, et on va dire immédiate,
Et pour les familles, pour les gens qui ont été touchés par le terrorisme, ça n'existe pas que depuis le 7 octobre. Bien Ce sûr. fonds, il existe depuis l'intifada en 2002. Et là, ces derniers mois, on s'est concentré et aussi sur tout ce qui est la rééducation. Et parce que... Bon, c'est vrai que les blessés, on les oublie. C'est ça, on parle sur les morts. Mais on oublie des fois qu'il y a des gens qui ont été blessés, aussi des blessures physiques qu'on voit. On voit maintenant aujourd'hui des jeunes, on va en Israël, on marche dans la rue et maintenant on voit plein de jeunes handicapés et blessés. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Et on a à peu près 12 000 jeunes qui ont été blessés. Et la plupart, c'est des civils, c'est pas des soldats, c'est des réservistes. Et on sait qu'il y a à peu près 1500 qui ont été blessés 2 fois. Moi, j'ai un ami à moi qui a été blessé en 2014 à Tzoukéitan, à Gaza, quand il était à l'armée. Et 10 ans après, il est parti en tant que réserviste parce qu'il ne voulait pas que ses amis y vont et lui, il ne sera pas là-bas. Et il a été blessé encore une fois en 2024. Et des fois, on ne voit pas ces blessures parce que c'est des blessures et c'est du traumatisme. Et alors, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur ça ces derniers mois avec le Keren HaYesod pour collecter des fonds pour des centres de rééducation et Beth Levinstein à Ra'anana et à Dinegev et dans le sud d'Israël. Et pour ces gens que des fois on oublie et on parle sur les morts, que c'est bien sûr... En tout cas, Michal, malheureusement, l'émission va bientôt s'arrêter. Je tiens vraiment à te remercier pour ton intervention, pour la culture, tout ce que tu nous as appris, qu'on ne savait peut-être pas ou pas suffisamment. Donc vous avez bien compris que le Keren HaYesod, il faut le soutenir coûte que coûte, quoi qu'il arrive, car c'est quand même, comme on a dit tout à l'heure, la base, la pyramide peut-être de la création de l'État d'Israël. On parlait malheureusement des décès, donc j'en profite pour rappeler que demain à 18h en la Grande Synagogue Breteuil, on va faire ce qu'on appelle la soirée des endeuillés. C'est une soirée qui est faite le 10 Tevet, qui a été décidée depuis l'État d'Israël. Donc on va soutenir tous les gens qui sont en deuil. On va penser bien sûr à toutes les familles aussi en Israël qui ont perdu quelqu'un. Et bien sûr à l'Hypercacher qui fête aujourd'hui malheureusement ses 10 ans. Voilà, je vous embrasse à tous, vous souhaite une bonne fin de semaine, que des belles choses, et j'espère Michal que je te recevrai bientôt à la radio pour parler de paix, de joie, Amen. De prospérité. Amen. Merci à toi, merci pour ton travail. Merci à très bientôt. beaucoup. Au revoir à toutes, au revoir à tous. משה אומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.